La rançon de la fraise, un documentaire qui remet en cause nos habitudes alimentaires sur Public Sénat, dimanche à 9 h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. On est vendredi, il est 18 h. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir. Nicolas Sarkozy désavoue sa secrétaire d'État à l'écologie. Le chef de l'État n'a pas apprécié les propos de Chantal Joanneau après l'abandon de la taxe carbone. La championne de karaté s'était dite désespérée. Après la Corse, les conseils régionaux élisent leur président, Michel Vauzel en PACA, Ségolène Royal en Poitou-Charentes, Martin Malvy en Midi-Pyrénées ou encore le seul UMP de la métropole, Philippe Richert en Alsace. La 30e édition du Salon du Livre ouvre ses portes aujourd'hui sur fond de crise. Alors que 220 000 personnes sont attendues, les gros éditeurs boudent l'événement. Hachette Livre a divisé son stand par 9, La Martinière par 3. Bayard a déclaré forfait. Le couple franco-allemand à nouveau, la vedette du Conseil européen qui s'est terminé ce midi. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont réussi à se mettre d'accord au sujet de la Grèce après les tensions qui avaient refroidi les relations de part et d'autre du Rhin ces dernières semaines. Les 27 ont mis au point un plan d'aide nouveau pour les situations de crise en incluant le FMI dans le mécanisme, ce qui représente une victoire pour la chancelière allemande. Florence Maurice. C'est un compromis inédit depuis le lancement de la zone euro. Angela Merkel, qui bloquait les négociations, a finalement réussi à imposer à ses partenaires une intervention du FMI, mais accepte en échange le principe de prêt des pays de la zone euro vers la Grèce. Je crois que l'Europe a prouvé sa capacité d'action sur une question importante. Elle a œuvré en faveur de la stabilité de l'euro et fait preuve de solidarité envers un pays qui se trouve en difficulté. Nicolas Sarkozy, qui a mené les ultimes négociations avec la chancelière, se félicite de la complicité retrouvée du couple franco-allemand. Pour lui, avec cet accord, l'Europe fait un pas de plus vers la coordination économique. Le Conseil européen doit devenir un véritable gouvernement économique de l'Europe. Cette idée maintes fois défendue par la France devient aujourd'hui une réalité. Mais en coulisses, le bilan est plus mitigé. La fermeté de l'Allemagne a fait naître des craintes sur la cohésion européenne. La chancelière a posé ses conditions. Les prêts bilatéraux interviendront seulement si la Grèce n'arrive plus à emprunter sur les marchés. Le président de la Banque centrale européenne avait prévenu qu'une intervention du FMI serait un très mauvais signal pour l'Europe. Il dissimule à peine sa déception. La solution que nous avons aujourd'hui est une solution qui préserve la responsabilité des gouvernements membres de la zone euro. Et c'est la raison pour laquelle je dis que je suis content qu'il y ait eu cet accord. L'euro, plombé par les mauvais résultats de la Grèce, avait atteint son plus bas niveau depuis 10 mois cette semaine. Ce matin, il a timidement rebondi sur les marchés. Nicolas Sarkozy qui a réagi depuis Bruxelles aux propos de sa secrétaire d'État à l'environnement sur l'abandon de la taxe carbone au lendemain des élections régionales. Chantal Joanneau s'est dite désespérée et le chef de l'État n'a pas réellement apprécié. Écoutez. Je n'ai pas apprécié ces propos. J'ajoute que les ministres n'ont pas à être désespérés, ils ont à faire leur travail. Il y a une stratégie, elle a été fixée par François Fillon et par moi-même, que chacun s'y tienne. Voilà, et au lendemain des élections régionales, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a annoncé l'embauche de 1500 adjoints de sécurité, dont 375 en Île-de-France. Les présidents de conseils régionaux ont été élus ou réélus aujourd'hui. Parmi eux, Jean-Paul Huchon en Île-de-France, Jean-Jacques Kéran en Rhône-Alpes ou encore Ségolène Royal en Poitou-Charentes. Seuls 5 nouveaux font leur entrée dans le club des 26 présidents de région. Et parmi eux, Philippe Richert en Alsace, seul président de droite en métropole. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme le veut la tradition, c'est le doyen Jean-Marie Le Pen qui présidait la séance, au cours de laquelle le socialiste Michel Vauzel a été réélu pour un 3e mandat. Séance plutôt agitée, malgré l'absence de suspense. Des élus, Europe Écologie, ont brandi des pancartes, liberté, égalité, fraternité, pour protester contre la présence du FN, qui a obtenu 22% des voix dimanche dernier. Jacques Chirac sera jugé en novembre 2010 ou en février 2011. Le chef de l'État est poursuivi par 2 tribunaux, celui de Paris et celui de Nanterre, pour des affaires d'emploi fictif présumées à la mairie de Paris. L'ancien président de la République est redevenu un justiciable ordinaire. Il a été renvoyé en correctionnel en octobre dernier pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Quant à l'ancien PDG de l'entreprise de BTP Vinci, Antoine Zacharias, qui était poursuivi pour abus de biens sociaux, eh bien, il vient d'être relaxé.
Xavier Darcos sort de son silence pour la bonne cause. L'ancien ministre du Travail, démis de ses fonctions au lendemain des élections régionales, apporte son soutien à Pierre Berger, le président du SIDAction. Le Parti socialiste a également appelé à lutter contre le sentiment de banalisation du sida et réaffirmé la nécessité d'un engagement financier massif de la part des pouvoirs publics. Le SIDAction, c'est jusqu'à dimanche. C'était un documentaire qui avait pour but d'alerter sur le pouvoir d'influence de la télévision. Eh bien, certains l'ont pris au mot. Deux anciens ministres, Marie-Noëlle Lienemann et Paul Quillès, portent plainte contre les auteurs du Jeu de la mort, diffusé la semaine dernière sur France 2. Documentaire qui actualise une expérience du psychologue américain Milgram dans les années 60. Le but, observer la soumission à l'autorité, en l'occurrence la télé, des candidats. Les deux politiques qui ont vu une incitation à la violence. Raphaël Pellegrino. À chaque manette, 20 volts supplémentaires. Infliger des décharges électriques à un candidat sans savoir qu'il est comédien, telle est l'expérience réalisée par le réalisateur Christophe Nick et diffusée mercredi passé par France Télévisions. Ne vous laissez pas impressionner, continuez. Aujourd'hui, deux élus socialistes, l'ancien ministre de l'Intérieur Paul Quillès et la députée européenne Marie-Noëlle Lienemann, déposent plainte. Ils estiment qu'il y a là une incitation à la violence, que la fin ne justifie pas les moyens, et entendent poser la question de savoir si l'on peut inciter à un acte délictueux pour dénoncer celui-ci. Alors, le réalisateur du documentaire est affligé. Ce qui est le spectacle ordinaire de la soumission des candidats à des jeux basés sur la cruauté, l'élimination, l'humiliation des gens, etc., ne leur pose aucun problème. Bon. Mais faire l'émission qui dénonce ça, ils trouvent ça incroyablement scandaleux, au point qu'il faille aller dans les tribunaux. François Jost enseigne la sémiologie audiovisuelle. Il analyse l'image. Sans marquer aucunement un accord avec la plainte déposée, il estime que des erreurs ont été commises. Il a voulu dénoncer le spectaculaire avec du spectaculaire et ça se retrouve très fortement dans son film. C'est vrai que les spectateurs et les gens qui répondent à mon blog, par exemple, ont souvent dit « j'ai arrêté de regarder ce film parce qu'il montrait trop de violence et donc c'était insupportable ». Est-ce que ce documentaire est une banalisation choquante de la violence, dénuée d'intérêt scientifique, comme l'écrivent les auteurs de la plainte ? Ce sera au parquet du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de décider des suites à donner. La colère des parents adoptifs d'enfants haïtiens après la mort du petit Simon, 3 ans, emporté par une infection pulmonaire. Ses parents français ont écrit à Nicolas Sarkozy pour lui dire que d'autres enfants risquent le même sort tant les conditions sanitaires sont difficiles depuis le séisme du 12 janvier dernier. Près de 600 Haïtiens apparentés à des familles françaises attendent d'être envoyés sur le territoire français. Quand les autres pays ont organisé le rapatriement des enfants en cours d'adoption, la France, elle, refuse d'accélérer le processus. Vanessa Nemé. Les mots de la colère sont sévères. SOS Haïti Enfants Adoptés ne pardonnera pas la mort du petit Simon, 3 ans. Le collectif dénonce la position irréaliste et inadaptée de l'État français. En ligne de mire, la rigidité des procédures d'adoption. Un accord avec les autorités haïtiennes pour rapatrier tous les enfants adoptés avant le séisme est vivement réclamé. Au nom d'un document qui s'appelle un jugement d'adoption, la France fait une discrimination entre des enfants qui ont ce jugement et des enfants qui n'ont pas encore ce jugement. Nous, depuis le début, de manière légale et transparente, nous demandons l'évacuation de tous les enfants. Il est impossible aujourd'hui qu'un drame comme celui que vit la famille de Simon se reproduise encore. Le ministère des Affaires étrangères partage la douleur des familles adoptantes, mais la priorité reste la même. Le rapatriement des enfants haïtiens ne doit pas se faire au détriment de leur sécurité. Il est important de respecter la loi haïtienne, la loi française et les conventions internationales auxquelles la France est partie. Si nous ne respectons pas ça, nous faisons du kidnapping, nous faisons de l'enlèvement d'enfants. Donc c'est précisément dans l'intérêt de l'enfant que nous veillons à ce que ces procédures soient respectées. Dans ce climat très sensible, Bernard Valéro annonce néanmoins une accélération dans les procédures d'adoption. Dès demain, 25 enfants haïtiens sont attendus à Paris. Barack Obama peut être soulagé. Le Congrès a finalement revoté cette nuit son texte sur la réforme de la santé. La loi avait déjà été promulguée par le président américain, mais les députés républicains y avaient trouvé un vice de procédure. Résultat, le vote est repassé par la Chambre cette nuit. Barack Obama qui s'est également mis d'accord avec son homologue russe, Dmitri Medvedev. Un nouveau traité de désarmement START sera signé le 8 avril à Prague. Il prévoit une réduction à 1550 du nombre de têtes nucléaires russes et américaines.
Les évêques de France expriment leur honte et leur regret alors que les affaires de pédophilie qui éclaboussent l'Église catholique atteignent jusqu'au pape en personne. Benoît XVI est mis en cause par le New York Times. Il y a 20 ans, il aurait protégé un prêtre américain accusé d'avoir abusé de 200 enfants sourds. Le souverain pontife dément. C'est une initiative qui est née sur Internet. Des blogueurs organisent demain dans toute la France un No Sarkozy Day à l'image du No Berlusconi Day organisé en Italie en décembre dernier et qui a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes. Des manifestations contre la politique du président de la République sont organisées dans plusieurs villes de France. Tam Tranui. Le 5 décembre dernier, à Rome, les défilés d'hiver mettaient le violet à l'honneur. 350 000 personnes manifestaient sous les couleurs du No Berlusconi Day. Une initiative née sur la toile, à son origine des blogueurs réclamant la démission du Cavaliere pour qu'il soit jugé. Il y avait des attaques continuelles de Berlusconi à la magistrature et aussi des tentatives de créer des lois pour les protéger des enquêtes judiciaires. Corruption de témoins, fraude fiscale, pot de vin. Il faut avouer que le chef du gouvernement italien ne manque pas d'ennuis. En France, l'idée a fait son chemin parmi les internautes. Le résultat, c'est le No Sarkozy Day annoncé pour demain. Un site internet très proche, une filiation assumée. Peut-on attendre le même succès qu'en Italie? Pas sûr. Il y avait eu des relais, à la fois des relais dans le monde politique, parce qu'il y avait eu les partis de l'ancien magistrat de même propre, Di Pietro, qui avait donné son accord, son adhésion à la manif, les fronts de gauche qui avaient donné son adhésion, les partis démocrates avaient dit non, mais les militants de base du Parti démocrate s'étaient souvent mobilisés. Contrairement au No Berlusconi Day et malgré les 382 000 membres de son groupe Facebook, l'initiative française manque cruellement de soutien politique sérieux. Et puis il faut admettre que même en Italie, la fureur des détracteurs n'a d'égal que la ferveur des admirateurs. Et pour débattre de cette initiative sur ce plateau, François Soltic, l'un des organisateurs de ce No Sarkozy Day à Paris, et Philippe Cohen, responsable éditorial du site Marianne 2. Bonjour. Alors François Soltic, en quoi ça consiste? Qui êtes-vous? Que demandez-vous? Tout à la fois, vous voulez? Ouais. En quoi ça consiste? Ça consiste en fait à avoir une journée de fête, de se défaire de la peur qui est constamment instillée dans la société. Dans le parcours qui partira à 14h de la place de la République et se terminera à place d'Italie, il y a à la fin place d'Italie à Paris, en ce qui concerne Paris, parce qu'il y a d'autres manifestations dans quelques villes, pas toutes de mais province. Vous organisez la manifestation à Paris. Celle de Paris. Il y aura une discussion qui décidera de la suite, c'est-à-dire on s'assoit place d'Italie, donc nous avons une arme, c'est un cahier d'exigences, de doléances, vous l'appelez comme vous voulez pour notre futur. On s'amène avec un crayon et les neurones et on décide ce qu'il adviendra chacun pour la suite. Voilà. Et vous demandez quoi concrètement? On ne demande rien pour l'instant. Ce que nous faisons. Vous ne demandez pas la démission du chef de l'État? Non, ce que nous faisons, c'est une construction d'un mouvement. Et ce mouvement décidera samedi, place d'Italie. Un mouvement apolitique? Non, on ne peut pas dire qu'il soit apolitique. Il ne fait pas partie des partis politiques. Par exemple, hier, lorsque nous distribuions des affiches, au lieu de les coller, il y a des gens qui nous demandaient, mais est-ce que vous proposez une alternative? La réponse, c'est nous la construisons avec vous. Nous ne sommes pas un parti avec une recette. Mais il y a qui dans ce mouvement? Des blogueurs? Oui, alors il y a des blogueurs, ça c'était le départ, mais il y a essentiellement des 382 000 personnes quand même sur le Facebook. Voilà. Il y en a, je ne sais pas combien, sur MySpace. Et ce sont des gens qui, comme moi, pensent que ce que font les partis est insuffisant. Voilà, c'est des citoyens. Et il y en a qui ont un passé politique comme moi, mais moi, par exemple, j'ai été chez les Verts, je suis parti en 2007, donc voilà, j'ai plus d'appartenance, mais je reste écolo. Voilà. Alors, vous avez reçu le soutien d'artistes, d'humoristes, d'économistes, oui, en revanche. Guy Bedos et d'autres, voilà. En revanche, et de Ciné Hebdo aussi, qu'il faut aider d'ailleurs. Voilà, en revanche, l'événement est réfuté par 28 blogueurs, dont certains de Marianne 2. Alors pourquoi? Alors vous n'êtes pas avare, vous, de critiques contre la politique du chef de l'État. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas ce mouvement? Pour quel motif? Voilà, si vous voulez, le problème, il y a deux problèmes. D'abord, le mouvement, il est né quand même sous l'inspiration, si vous voulez, de ce qui s'est passé en Italie avec Berlusconi. Notre analyse à nous, c'est que on ne doit pas, ce n'est pas la même chose.
C'est-à-dire que Berlusconi s'est rendu coupable de plusieurs attentats finalement contre le fonctionnement démocratique de la République italienne. On n'aime pas spécialement ce qu'a fait Sarkozy, mais si vous voulez, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président élu. Et sa légitimité comme président de la République ne doit pas être mis en cause. Pour nous, le No Sarkozy Day, c'était dimanche où finalement un grand nombre d'électeurs, ce qu'on a écrit d'ailleurs, un grand nombre d'électeurs ont voté contre la majorité parlementaire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que cet appel, au départ, alors c'est très bien qu'il ait plutôt évolué dans le sens de la construction d'une alternative. Ça, je trouve que ça, c'est plutôt positif. Au départ, nous, tel qu'on l'avait compris, c'était un appel qui avait un peu le même sens en Italie, c'est-à-dire un appel à la démission du président de la République. C'est pour ça qu'on était un peu embêté de cautionner. Voilà. Maintenant, ça prend une tournure un peu différente, donc pourquoi? Enfin, c'est à voir, quoi. Est-ce que l'Élysée a réagi à votre initiative? C'est réalisé, je ne suis pas au courant. Par contre, la police a réagi. Il y a eu une intimidation le 23 mars, sans aucun argument, aucune provocation. 19 personnes qui étaient en fin de manifestation du No Sarkozy Day ont été emprisonnées dans le commissariat du 18e. Rue Clignancourt. Parce qu'il y a déjà eu une manifestation alors? C'est pas une manifestation, on distribuait des tracts. D'accord, pour prévenir de cette... Voilà, pour annoncer comme tout le monde fait dans chaque manifestation. Alors il y a des personnes qui, comme vous, disent que les partis ne font pas leur travail, qui proposent une alternative. Par exemple, Patrick Sébastien qui a lancé son mouvement cette semaine. Même Daniel Cohn-Bendit dit que la forme parti, il n'est pas tout à fait idiot. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces personnalités? Non, parce que il y a pour l'instant, en tout cas, la conservation de la structure parti. Daniel Cohn-Bendit tente de faire évoluer la société verte, vers une forme mixte. Mais ceci, c'est pas ça, quoi. Nous, on construira dans des assemblées populaires. C'est un lancement samedi pour que localement ça se fasse dans des sortes de cahiers de doléances. Voilà. Ce n'est pas le parti qui donne la ligne, quoi. Voilà. Vous nous disiez 382 000 personnes sur Facebook. Internet, c'est un formidable vecteur pour ce genre d'initiative aujourd'hui? Oui, mais en même temps, il faut faire le tri. Il faut être capable. Mais il faut être capable de bien mesurer le sens que peut avoir finalement pour un internaute le fait de signer une pétition, le fait de signer un appel, le fait de rejoindre un groupe Facebook. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le fait que de l'initiative de demain, c'est qu'on va voir le taux de transformation entre les gens qui vont dans un groupe Facebook. On est tout à fait d'accord. Nous ne savons pas combien on sera. Voilà. Et donc, si vous voulez, moi, mon hypothèse, je suis peut-être je vais être dans le rôle du Cassandre, du pessimiste. C'est plus facile de rejoindre un groupe sur Facebook qu'après de venir dans la rue. On est dans l'engagement virtuel. Sans conséquences pratiques. Et c'est pour ça que voilà. Donc tout le monde se glosse beaucoup en ce moment. Nous, on a même publié une étude là-dessus, sur les nouvelles formes de militantisme sur Internet. Je crois qu'il y a eu une étude de la Sofres la semaine passée. Mais pour le moment, on en est au tout début et on est quand la relation, si vous voulez, entre le réel et le virtuel, là, est encore pire que quand on sonde les gens. Est-ce que je peux ajouter à ça pour préciser, lorsque nous négocions le trajet avec la préfecture de police, ces estimations à elles seraient de 50 000. 50 000. On verra le résultat demain. En tout cas, on a posé la question à nos téléspectateurs via notre partenaire, le nouvelobs.com. Pour vous, le No Sarkozy Day, c'est un gadget, une initiative intéressante ou le No Sarkozy quoi? À savoir, est-ce que vous en avez entendu parler? Je ne sais pas si on va pouvoir voir le résultat s'afficher sur notre écran. Non, il n'est pas prêt. En tout cas, la réponse majoritaire, c'était une initiative intéressante. Donc, résultat demain dans les rues. Merci à tous les deux. Et à la veille de ce No Sarkozy Day, en tout cas, la famille de Nicolas Sarkozy monte au créneau. Son épouse, Carla Bruni, et la rédactrice en chef du Figaro, Madame, ce week-end. La première dame y fait quelques confidences. Elle répète notamment qu'elle ne souhaite pas que son époux se représente en 2012. Et le père du chef de l'État, Paul Sarkozy, donne plusieurs interviews dans la presse à l'occasion de la publication de ses mémoires. Il affirme le même souhait de voir son fils n'effectuer qu'un seul mandat. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir.
Alors, est-ce qu'il faut croire, à votre avis, Carla Bruni et pas le Sarkozy ? En tout cas, venant du premier cercle intime du président, ce tiers groupé ressemble à une opération de communication. On en voit bien les éléments de fond. Au moment où, après les régionales, le leadership de Nicolas Sarkozy est interrogé au sein même de la majorité, au moment où une majorité de Français, dans un sondage qui vient de sortir, ne souhaite pas qu'il se représente à la présidentielle, il s'agit pour Nicolas Sarkozy, face à un terrain qui se dérobe, de se réapproprier la situation en déplaçant un tout petit peu les lignes. 3 avantages à ce doute, à cette interrogation sur une éventuelle non-représentation à la présidentielle. Le premier, c'est qu'on déplace les lignes, ou en tout cas, à la question du jugement sur l'action présidentielle, on rajoute un autre débat sur que veut faire le président à la présidentielle. La seconde, c'est qu'évidemment, à partir du moment où il y a cette interrogation, ses adversaires à gauche, mais également ses concurrents à droite, seraient amenés à se prononcer, à sortir du bois. Troisième élément, évidemment, c'est à terme faire naître le désir, interpeller le président pour qu'il fasse passer son confort, sa quiétude, son bonheur après le service, voilà, l'intérêt d'une nation, l'intérêt du pays. Alors, l'opération est assez habile, si on retient cette thèse qu'il s'agit d'une opération de communication. Elle avait déjà été utilisée par François Mitterrand avant 88. Le seul problème, c'est que venant du cercle intime du président, on le sait, un des problèmes du président avec le pays, c'est qu'il lui a été reproché, en exposant sa vie privée, de sembler abaisser la fonction à sa personne. Donc mieux vaudrait, à des grandes questions nationales, à des grandes questions politiques, non pas arguer de motifs personnels, mais arguer de questions qui intéressent les Français, où ils vont être de plus en plus vigilants, c'est qu'il y a un cloisonnement entre vie privée, confort personnel, et puis vocation et intérêt général. C'est pas susceptible d'attendrir l'opinion publique. Oui, c'est ça. Alors que Nicolas Sarkozy est au plus bas dans les sondages. Il ne faudrait pas qu'on se dise que décidément on utilise des ressorts personnels et pour entrer à nouveau dans une confusion entre exercice public, voilà, et vie privée quant aux motivations du président. Merci Stéphane. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Le Salon du Livre fête ses 30 ans sur fond de crise alors qu'il ouvre ses portes aujourd'hui et jusqu'au 31 mars, porte de Versailles à Paris. Le salon est boudé par certains éditeurs qui ont réduit, voire annulé leur présence. Trop grand, trop cher, trop fourre-tout. Voilà ce qu'on lui reproche. Le succès est malgré tout au rendez-vous. 220 000 visiteurs sont attendus cette année. Bérangère Dinglas. Des allées beaucoup plus larges que d'habitude, l'absence d'Hachette et de ses 900 mètres carrés est immédiatement visible. Mais le colosse de l'édition n'est pas le seul à avoir boudé la porte de Versailles. Bayard, Parigramme ou Alia ne sont pas là non plus. Et ils sont nombreux à s'interroger. Par les temps qui courent, où tout le monde fait attention et fait des économies, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent sur le coût que cela représente et les formules qu'on pourrait imaginer pour que ça évolue en gardant le côté fête du livre sans que ça soit trop onéreux. Mais du côté de l'organisation, on explique qu'il y a plus d'éditeurs que l'an passé. Pas de quoi s'inquiéter en somme. Il y a quelques grandes maisons de littérature qui ne sont pas là et nous le regrettons. Mais on a eu un afflux de nouveaux petits éditeurs. Le livre a toujours connu comme ça des remous. Voilà, le Salon du Livre, on connaît quelques-uns. Ce qui est sûr, c'est que le Salon du Livre, sa place est ici. S'il faut inventer un autre événement à un autre moment, nous sommes prêts à le faire, avec les éditeurs. Gérard Louis est éditeur en Lorraine depuis 25 ans. Il vient pour la première fois à Paris, encouragé par la crise. Je me dois en tant qu'éditeur en Lorraine de venir ici aussi pour présenter les livres, par respect aussi pour les auteurs. Et je pense que c'est important d'être là, surtout dans le contexte actuel. Gallimard et ses 400 mètres carrés se posent la question de leur présence pour l'an prochain. La rumeur court qu'Albin Michel pourrait renoncer également. Rien n'est décidé. Tout dépendra de la fréquentation de cette 30e édition. Et pour parler du Salon du Livre, notre invité est Ronald Blunden, directeur de la communication du groupe Hachette Livre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, hier soir, a regretté le désengagement d'Hachette Livre. Il a comparé votre stand à un guichet de la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que vous avez réduit votre superficie par 9, divisée par 9 D'abord, c'est pas nous qui l'a dit.
Je ne sais pas à qui il l'a dit, mais ce n'est pas à nous, puisque j'ai été présent lorsqu'il a parlé avec notre président, Arnaud Nourri. C'était un échange fort cordial pendant 10 minutes, et il n'a pas tenu ses propos. Donc je ne sais pas à qui il les a tenus, mais pas à nous. Et alors sur le fond de ses propos? Alors sur le fond de ses propos, écoutez, on avait le choix entre rester alors qu'on avait, depuis de longs mois, voire des années, fait remarquer qu'il fallait changer le salon, qu'il fallait le faire évoluer, de façon à tenir compte de l'évolution, d'une part, du métier d'éditeur, d'autre part, de la crise, qui fragilise les comptes de pas mal d'éditeurs, que peut-être cette formule... C'est-à-dire abaisser les prix, en clair? Non, qu'il fallait évoluer. Une commission a été mise sur pied à l'intérieur du syndicat national de l'édition, qui est propriétaire de l'événement, dont j'ai fait partie. On est arrivé à un certain nombre de conclusions, on a fait des propositions, elles n'ont pas été retenues. Et donc, devant cette espèce de fin de non-recevoir, nous, le groupe Hachette, on a décidé qu'il fallait envoyer un signe à la profession. On n'a pas claqué la porte, puisqu'on a gardé un stand. C'est un stand qui, pour la moitié est destiné à l'international, c'est-à-dire aux activités internationales du groupe. Et il y a beaucoup de revendeurs, d'exportateurs qui se pressent sur ce stand. Et l'autre moitié est un stand corporate. Mais c'est un fait, il n'y a pas de livre. Mais alors, à quoi devrait ressembler le Salon des livres, d'après vous, l'année prochaine ou... Écoutez, mon opinion personnelle n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que... Et quelles sont les propositions que vous avez? Non, les propositions qui ont été faites par ce qu'on a appelé le comité stratégique, c'est-à-dire la commission qui a été chargée de réfléchir à la question, elle était de deux ordres. Il y avait une possibilité qui consistait à faire un salon itinérant, qui passerait d'une grande province à l'autre, et qui avait l'intérêt de se déplacer, donc d'aérer, d'oxygéner un petit peu le salon, et qui avait également l'intérêt de pouvoir peut-être se reposer financièrement sur les collectivités territoriales. Et l'autre proposition qui a été faite, c'était de passer à un rythme biennal, c'est-à-dire un salon tous les 2 ans, qui aurait eu, lui, l'avantage, d'une part, d'être moins cher, évidemment, de couper en deux la facture. Elle est très lourde, la facture. On en parlera si vous voulez. Et d'autre part, qui pouvait permettre de recharger les batteries, en quelque sorte. C'est-à-dire de créer du désir, de créer de l'impatience, et de casser un petit peu la routine de tout ça. Voilà. Alors, le secteur du livre a malgré tout bien résisté à la crise, notamment Hachette Livre, qui affiche des résultats assez exceptionnels en 2009, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Malgré tout, il y a la menace du numérique. Comment vous vous armez face à cette menace? Nous, on ne considère pas que le numérique soit une menace. On considère que c'est une opportunité, un défi, certes, mais une opportunité. Le numérique est en train de monter en puissance aux États-Unis de façon spectaculaire. C'est combien de parts de marché? Écoutez, la part de marché du numérique, c'est-à-dire du téléchargement de livres sous forme de fichiers numériques sur des lecteurs électroniques, en décembre de l'an dernier, représentait 5% du chiffre d'affaires d'Hachette aux États-Unis. C'est beaucoup d'argent. Et on est en train de monter vers 10% en ce moment même. Donc le phénomène aux États-Unis est massif. Non, pour l'instant, il n'arrive pas en France. Il n'arrive pas en France pour toutes sortes de raisons qu'il est un peu compliqué d'expliquer, mais il arrivera, c'est évident. Et je pense qu'il arrivera en particulier avec l'apparition sur le marché français du iPad, c'est-à-dire de la nouvelle tablette de lecture et de jeux d'Apple, qui n'est même pas encore lancée aux États-Unis, qui le sera fin avril, avec, je le précise, pas moins de 6000 livres de chez Hachette disponibles immédiatement. Alors, il nous reste juste quelques secondes. Google a déjà numérisé 12 millions d'ouvrages sans l'accord des éditeurs. Google et Amazon ont affiché leur intention de négocier directement avec les auteurs pour un peu zapper les éditeurs. Comment on lutte contre ces géants? Oui, d'abord, si vous avez raison de dire que ce sont des géants, il faut bien comprendre que si vous preniez les 10 plus grands groupes d'édition mondiaux et vous les amalgamiez en termes de chiffre d'affaires, ils seraient quand même plus petits que Apple, que Google et que Amazon. Donc il faut bien prendre la mesure des choses. Ce qui importe, c'est justement de pouvoir leur tenir tête et donc d'être assez gros également sur les contenus. Écoutez, je crois que simplement ce qu'il faut, c'est se battre pied à pied et chercher à chaque fois des partenaires qui acceptent de discuter avec nous sur les modalités de la mise en vente de nos contenus. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui 3 plateformes, 3 acteurs,
est excellent, parce que ça joue tout à fait en faveur de la concurrence, et donc on peut jouer l'une contre les deux autres, et c'est comme ça qu'on procède. Merci beaucoup, Ronald Blunden. C'est la fin de ce journal. Mais la soirée continue bien sûr sur Public Sénat. Tout de suite, Bibliothèque Médicis avec Jean-Pierre Elkabbach. Le thème, le Proche-Orient. Et bien sûr, je vous retrouve en direct à 22h. Et mon invité pour commenter l'actualité de la semaine, c'est l'humoriste et comédien François Rollin. Très bonne soirée. Parole du monde, c'est l'émission d'actualité internationale de Public Sénat, des États-Unis à la Chine, en passant par l'Europe et l'Afrique. Je vous propose un tour d'horizon des grands changements de notre planète, à travers des débats, des reportages, des interviews. Parole du monde vous donne les clés pour mieux comprendre ce qui se passe au-delà de nos frontières. Parole du monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Samedi à 15h45 sur Public Sénat. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La Terre a continué de tourner, les crises du monde s'amplifiaient, l'inquiétude aussi, et surtout à propos du Proche-Orient. L'Europe, elle, était embringuée dans ses affaires électorales, elle n'avait pas la tête à ça. Le président Obama se battait, lui, pour faire adopter sa réforme de la santé, il n'avait pas la tête à ça. Il a subi, sans réagir, ce que beaucoup ont appelé un défi, où Hillary Clinton des insultes de la part du gouvernement d'Israël. On en parlera tout à l'heure. Barack Obama a obtenu l'adoption historique de sa réforme qui donne une couverture de santé à 32 millions d'Américains qui n'en avaient pas. Il a donc les mains libres. Pour le Proche-Orient, comment le processus de paix pourrait-il se remettre en route? Grâce aux États-Unis, grâce à l'Europe, grâce aux partis concernés. Qui pourrait faire bouger les lignes? Eh bien, Bibliothèque Médicis propose un moment de réflexion sans doute contradictoire, vive aussi, avec Henri Laurence, professeur au Collège de France, bonjour, qui a été déjà notre invité, spécialiste du monde arabe. Vous publiez trois livres que j'ai sous les yeux chez CNRS Éditions. Le premier, Orient au pluriel, le deuxième, Terrorisme avec un S, et le troisième sur un